Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Une pause entrepreneuriale et gourmande, ça vous dit ? C'est le menu de ce 42e épisode du podcast Culture Nutrition. Mon invité est le fondateur de la Fabrique à Cookies, Alexis de Galambert. Alexis, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, c'est un grand plaisir puisque je pense que beaucoup de nos auditeurs et auditrices connaissent les produits phares de la Fabrique à Cookies qui sont des cookies, mais il y a également d'autres produits dans la gamme. Tu vas nous en dire un peu plus. Et aujourd'hui, la Fabrique à Cookies, c'est 13 ans d'existence, si j'ai bien calculé, puisque tu as créé l'entreprise en février 2012 et un développement remarquable qu'on va évoquer ensemble. Mais avant d'y venir, j'aimerais savoir pourquoi les cookies et est-ce que tu sais combien ont été fabriqués depuis 2012? Ah, bonne question. Alors, je vais y répondre dans les deux temps. Pourquoi les cookies? Simplement, j'avais deux choses. J'avais très envie d'entreprendre. Moi, je suis diplômé, j'ai fait une prépa, je suis diplômé d'une école de commerce et comme j'étais bon en maths, je me suis pas posé trop de questions après mes études. Je me suis spécialisé en finance. Et, et donc en fait j'ai fait de la fusion-acquisition de mid-cap et en fait à cette occasion-là je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient leur boîte au bout de 10, 20, 30 ans ou parfois on intervenait aussi pour des filiales de grands groupes, c'était moins marrant, mais en tout cas quand tu vois des entrepreneurs qui vendent leur boîte et qui du coup sont hyper épanouis à 50 ans et qui ont plein de projets et qui se disent qu'ils vont faire le tour du monde à la voile, forcément en jeune padawan que j'étais, je me suis dit putain, l'entrepreneuriat j'aime bien ça par défaut, mais en plus, j'ai l'impression que c'est quand même un bon moyen de s'épanouir, d'être complètement indépendant financièrement. Et voilà, ce que j'avais pas forcément vu, c'est que j'intervenais à la fin de 10, 20 ou 30 ans de galère. mais en tout cas, ça m'a vraiment convaincu que j'avais envie d'entreprendre. Et par ailleurs, je suis très gourmand. Et du coup, comme voilà, j'adore les cookies, ça c'est vraiment mon truc. Quand j'ai cherché des idées pour entreprendre, j'ai naturellement été vers des produits qui me plaisaient. Et voilà, à l'époque, c'était un peu la mode des commerces monoproduits, donc je me suis lancé dans une boutique. Ça a commencé comme ça, une boutique qui faisait que des cookies. Qui était basée à Lyon, si j'ai bien vu. Non, la première boutique est à Paris, rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement. Ok. Et combien de cookies j'ai fait en tout? Alors, j'en ai aucune idée, mais si tu m'autorises, pendant la durée de ce podcast, je vais faire discrètement mes petits calculs, et comme ça, à la fin du podcast, je pourrai te dévoiler le chiffre. Ah, magnifique, magnifique. Du coup, l'une des particularités de la Fabrique à Cookies, entre autres, c'est l'approvisionnement local des matières premières. Tu peux nous en parler et peut-être aussi nous dire dans quelle mesure cet aspect Made in France est porteur en termes de business? Ouais, alors je sais pas si c'est porteur en termes de business, parce que dans l'alimentaire, je trouve que c'est presque la base. Voilà, on a beaucoup de vaches, donc on a du lait, donc on a du beurre. On a le blé, la farine. Je pense que j'ai pas besoin de préciser que il y a des meuneries à peu près partout en France. Non, il y a quelques produits qui manquent effectivement. Si on parle de chocolat, si on parle de trucs comme ça, on n'a pas le choix que d'aller chercher des choses potentiellement à l'étranger. Mais ça me paraît évident d'aller chercher les produits les plus locaux possibles et les plus qualitatifs possibles. Donc voilà, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fait très attention à ça et on va un peu jusqu'au bout du process, c'est-à-dire qu'on se contente pas de prendre une crème de lait qui est transformée en Normandie, parce qu'en fait, on se rend compte que cette crème de lait, généralement, elle vient de Pologne. On prend vraiment un beurre AOP qui, comme ça, on sait que la vache, elle est en Poitou-Charentes, quoi. Donc voilà, nous on fait vraiment attention à ça et au-delà du sourcing local, on fait aussi évidemment attention à être ce qu'on appelle clean label, c'est-à-dire qu'on met pas de produits transformés ou le moins possible dans nos produits. Donc évidemment la base c'est pas d'arôme, pas de conservateur, pas de colorant, pas tous ces trucs-là. Mais on va un peu plus loin que ça. C'est que par exemple notre madeleine dont on est assez fier, pour conserver son moelleux et en fait, pour que ça fonctionne, les industriels mettent presque tout le temps du sirop de glucose ou du glycérol, l'un ou l'autre. Nous, c'est ni l'un ni l'autre. On a mis du miel. Alors c'est 10 fois plus cher que le sirop de glucose, mais en fait, ça a les mêmes attributs et ça permet à notre madeleine de se conserver et d'être aussi moelleuse au bout de 28 jours que le jour de sa sortie du four. Donc voilà, on arrive à trouver des petites astuces comme ça pour faire des bons produits, clean label et locaux. Et le miel, il est français également? Et le miel, il est français également. C'était compliqué le miel parce que
on voulait un miel pour ses valeurs sucrantes, mais pas du tout pour son goût. Hmm. Enfin, ses valeurs sucrantes et surtout ce qu'il apporte en texture. Mais on voulait pas faire une madeleine au miel. Nous, c'est une madeleine au beurre nature. Donc on a trouvé un miel toute fleur France, mais on a mis du temps à le trouver. Parce qu'on voulait vraiment pas, on voulait qu'il ait le moins de goût possible. Ouais, je comprends. On va revenir sur la belle histoire de la fabrique à cookies. Au départ, c'est une start-up et tu es plutôt seul. Tu ouvres ta première boutique en effet à Paris et ça ne marche pas. Et aujourd'hui, vous êtes 85 collaboratrices et collaborateurs, c'est ça? On est Et 105. 105, donc les chiffres ont On est même encore 105, ouais. augmenté. Ok, donc Mm. plus de 100 personnes et un réseau de franchises derrière tout ça. Comment tu as géré ce passage de start-up à PME? Alors ça s'est fait au fil de l'eau, hein. Ça s'est vraiment pas fait, voilà, ça s'est pas fait d'un coup. Ça fait 13 ans que je travaille sur ce projet, sur cette boîte, puisque comme tu l'as très bien dit, je l'ai lancé en février 2012. Donc ça fait pile 13 ans. Et, et notre croissance a vraiment été au début très lente. C'est vrai que la première boutique, en fait, elle a bien marché, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'elle a marché grâce aux retombées presse, parce que la presse adore ce qui est nouveau. Et donc toute la presse a parlé de notre ouverture au début, donc on a eu beaucoup de monde. Mais forcément, au bout de 6 à 8 mois, les retombées presse s'estompent. Et finalement, c'est le chiffre d'affaires récurrent qui fait tourner la boutique. Et on s'est rendu compte qu'on était très mal localisé. On était trop haut, on était caché par un voisin. Enfin, on n'était pas au bon endroit, dans la bonne rue, etc. Enfin, je m'étais un peu trompé aussi par radinisme, mais parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Et n'empêche que cette première boutique a permis de lancer la deuxième, puis la troisième, puis donc elle a gardé longtemps une valeur sentimentale. Bon, je l'ai vendue en 2015, hein, donc longtemps. Je l'ai quand même gardé 3 ans, c'est déjà pas mal. Mais je l'ai revendue en 2015. Et voilà. Après ce qui est rigolo dans l'histoire de la Fabrique Cookie, c'est que je me suis lancé en bon financier que j'étais, en me disant que j'allais monter un réseau de boutiques, que ça allait marcher, donc j'allais très vite lancer les franchises, que ça allait marcher aussi, et qu'au bout de 4-5 ans, j'allais atteindre des niveaux stratosphériques en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et que je pourrais me boire des pina coladas à l'île Maurice. Et c'est évidemment pas du tout ce qui s'est passé. Et les boutiques ont été très compliquées. Enfin, c'est un vrai métier, et j'ai mis du temps à le comprendre et à l'apprendre. Et en fait, ce qui a un peu sauvé l'entreprise et ce qui l'a fortement développé, c'est pas les boutiques, c'est le développement d'une gamme B2B qui aujourd'hui représente les 2 tiers du chiffre d'affaires. Donc c'est le fait qu'on vende nos produits, cookies, cakes, madeleines et sablés, emballés individuellement à des pros de la restauration, du snacking, de l'événementiel et de la distribution. Ok. Et ça, c'était pas dans le business plan initial de faire du B2B. Mais alors pas du tout. C'est venu en fait en 2015, justement, la fameuse année où j'ai vendu ma première boutique, parce que ça a été une année, ce qu'on appelle une annus horribilis. J'ai failli déposer le bilan en 2015, donc 3 ans après la création. Et en fait, je m'étais vraiment trop trompé dans mes emplacements, dont un au 3e étage du centre commercial de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. C'était une catastrophe. Il y avait vraiment personne, et en plus c'était pas ma clientèle. Enfin, donc c'était une catastrophe. Et, et c'est la première fois que je me suis dit bon, il faut que j'aille chercher du chiffre d'affaires en dehors de mes points de vente, parce que je peux pas remettre en jeu 3 ans de travail, 3 ans d'efforts et les risques financiers que j'ai pris, parce que je me suis trompé d'emplacement sur un point de vente. Et c'est ce qui était en train de se passer, c'est que mon emplacement de Beaugrenelle était en train de couler, 3 ans de travail. Donc je me suis dit bon bah go, je demande, et j'ai démarré de manière très amateur, hein. J'ai demandé à mes vendeurs d'emballer des cookies, de mettre un petit sticker, et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé démarcher les saladeries, sandwicheries autour de mes points de vente, en disant voilà, vous avez des cookies, moi aussi, travaillons ensemble. Alors à l'époque, je respectais pas du tout les règles de traçabilité, de qualité, de food fraud, food défense, tout ça, il n'y avait pas du tout. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, de manière très amateur, et puis le truc m'a un peu échappé, et c'est très fortement développé. Quand tu dis c'était pas ma clientèle, c'est parce que c'est qui ta clientèle justement? Aujourd'hui, ma clientèle en boutique, et même très majoritairement, c'est beaucoup des clientes. C'est des femmes majoritairement entre 25 et 50 ans, donc actives, qui vont acheter pour elles, mais pas que. C'est ça ce qui est étonnant, c'est qu'en fait on se rend compte que les femmes achètent beaucoup de boîtes. Donc elles achètent pour leurs enfants, elles achètent pour leur famille, elles achètent pour leurs copines, elles achètent pour leurs collègues. Quand les hommes m'achètent aussi, mais moins en proportion, et moins en nombre, c'est-à-dire que j'ai moins de clients hommes, bruts, et quand ils m'achètent, ils ont un panier moyen plus bas, parce qu'ils achètent pour eux, uniquement. Pour de la consommation Donc c'est assez immédiate en fait. marrant. Les hommes, oui, plus. C'est un achat compulsif, alors que les femmes vont plus être dans le cadeau. Voilà, c'est ça ma clientèle. Et en fait, à Beaugrenelle, j'étais en face de la Fnac. Donc déjà qu'il n'y a pas grand monde, la Fnac aussi a fermé. Mais en plus, la clientèle de la Fnac est très masculine. Donc voilà, j'avais personne. Et en plus, les gens qui étaient là, c'était pas mes clients.
Du coup, ouais, tu as ouvert plusieurs points de vente en France. C'est combien de points de vente aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en a 22 à l'heure à laquelle on se parle, parce qu'il y en a d'autres dans les tuyaux, mais pour le moment, il y en a 22. On en a 12 en succursale, donc qui nous appartiennent avec nos vendeurs, et 10 en franchise. Sachant que, voilà, je vous ai dit en introduction que j'imaginais lancer les franchises très vite, que tout allait cartonner. En fait, les franchises, je ne les ai lancées qu'il y a un an seulement. Mon premier franchisé a ouvert en décembre 2023, donc c'est assez récent. Je voulais pas me lancer en franchise à la base. Et finalement, j'ai sauté le pas. Si ça t'intéresse, je pourrais t'expliquer pourquoi. Ouais, je Mais veux bien, voilà, ouais. en un an, on en a ouvert 10 et on devrait en ouvrir à peu près 10 aussi cette année probablement. D'accord, donc ça veut dire que tu as fait du développement en propre pendant 10 ans finalement, un peu plus de 10 ans même. Ouais, pendant 12 Euh, ans, ouais. Mm. ouais, ouais. Et c'était quoi? C'était pour prendre le temps de faire une vraie preuve de concept avant de la franchiser? Enfin, quel a été le point de bascule Alors, vers cette franchise? non, je me suis vite posé la question. Est-ce que je me lance en franchise ou pas? Et la réponse a été non pendant longtemps, pour deux raisons. La première, c'est que j'étais content. Tu vas me prendre pour un dictateur et tes auditeurs aussi, mais c'est pas grave, j'assume. J'étais content d'avoir un rapport hiérarchique avec mes équipes. C'est-à-dire que si on devait lancer un cookie qui me plaisait, si on devait faire une opération de com, si on devait faire une déco, quelque chose, ben, on décide, on applique. Voilà, on est dans une entreprise, il n'y a pas de sujet à débat. Donc j'aime bien le côté rapport hiérarchique et dictatorial de l'entreprise. Voilà, je suis un très bon dictateur. Et donc premier point. Et forcément, un franchisé, c'est très différent puisque c'est un entrepreneur qui signe un contrat avec nous. Donc on parle d'égal à égal. On est juste lié par un contrat qu'on peut rompre pour faute ou en cas de désaccord commun. Enfin, mais donc on parle avec un entrepreneur qui utilise notre marque, mais il n'y a aucun rapport hiérarchique. Il faut le convaincre, il faut qu'il soit embarqué. Voilà, sinon il peut décider de partir. Et un contrat doit se renouveler. S'il n'est pas content, il arrête. Si nous, on n'est pas content, on arrête aussi. Donc voilà, il y a un rapport beaucoup plus d'égal à égal. Ce qui à la base me plaisait pas, mais je t'expliquerai que finalement je suis très heureux. Et deuxième point, les boutiques sont quand même très rentables et très génératrices de cash. Donc voilà, un peu naïvement ou pas d'ailleurs, je voulais garder toute la marge pour moi. Et quand tu mets un franchisé, bah en fait un peu plus des deux tiers de la marge va dans les poches du franchisé. Donc oui, tu vas plus vite, mais c'est aussi beaucoup moins rémunérateur. Hmm. Donc Voilà, donc c'est un choix. ça c'est mon idée de base. Hmm. Et finalement, le point de bascule, ce qui m'a fait me dire que, en fait, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je me lance en franchise, c'est que j'ai ouvert des boutiques à 400 km de mon siège social, donc en dehors de Paris, et ça a été une catastrophe, tout simplement. Je pense en particulier à ma boutique que j'ai ouverte il y a 4 ans à Lyon-Pardieu, dans le centre commercial, où on n'arrivait pas à manager l'équipe. Voilà, ça se passait très mal. On avait des vols, la boutique était pas ouverte, le service client était cata, les cookies étaient trop cuits. Enfin, il y a rien qui allait. Et finalement, à force de licencier l'équipe, on se dit au début, on se dit qu'on n'a pas de bol, qu'on est tombé sur des gens pas bien. Au final, on comprend que l'erreur vient de nous. Et je te promets que c'est vrai. J'ai donc décidé de lancer les franchises. Le premier contact que j'ai eu et mec qui m'a dit OK go, je me lance avec toi Alexis, bah, c'est mon franchisé de Lyon. Alors finalement il a ouvert en deuxième, il s'est fait coiffer par le poteau par Nîmes, mais c'est pas grave, c'était quand même le premier à s'engager avec moi. Et il a repris en main ma boutique en attendant la fin de la première triennale, et puis on est parti. Et sa reprise en main a fait que le chiffre d'affaires a doublé. Doublé. Donc en fait, ça m'a convaincu en me disant je l'étais déjà, hein, j'avais déjà pris la décision, mais quelqu'un qui est sur le terrain, un franchisé dont ce sera son argent, fera potentiellement 2 fois plus de chiffre d'affaires que moi avec mes équipes à 400 km. Voilà, je pense que c'était le bon choix. Et maintenant que c'est fait, j'en suis vraiment hyper heureux parce qu'en fait, je me rends compte que c'est une aventure humaine à chaque franchisé, que j'adore les gens avec lesquels j'ai signé sont tous des gens super qui m'apportent beaucoup. Ils ont tous plein d'idées. On s'en enrichit mutuellement. Enfin, c'est vraiment, voilà. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, mais bon, l'histoire est comme ça, je la changerai pas. Et donc maintenant que c'est lancé, comment on fait pour se développer en franchise? Il faut faire le salon de la franchise, comment tu recrutes Alors, des franchisés? nous, on le fait, oui, mais j'avoue que je sais pas si je vais le faire longtemps parce que on a un bon pipe commercial. Enfin, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à nous en dehors du salon de la franchise. Et il coûte quand même très cher, ce salon. Donc bon, pour le moment, on le fait. Ça va être la troisième année consécutive, là, qu'on va le faire en mars. Ça nous permet quand même de recruter des franchisés, de voir des candidats. Mais sinon, simplement en faisant de la pub, hein, c'est comme chercher un client pour son site internet. Ça peut être du Google Ads, ça peut être des pubs sur Instagram, ou simplement des pubs dans la presse spécialisée, donc l'Observatoire de la franchise, toutefranchise.com, tous ces sites-là qui sont des très bons
très bon cadeau pour faire de l'acquisition. Hmm. Donc c'est du budget, hein, tout simplement. Faut débloquer des budgets. Ouais. Et justement, pour parler argent, comment tu t'es financé jusqu'à maintenant? Alors, j'ai presque jamais, sauf en 2023, mais sinon j'ai presque jamais fait d'énormes pertes. J'ai pas cash burné comme ils disent dans la tech. J'ai vraiment développé ma boîte au fil de l'eau, en fonction de mon auto financement, en fonction de mes capacités. J'ai eu des hauts et des bas, donc j'ai dû parfois effectivement chercher quand même des fonds. Mais mais voilà, j'ai fait des micro levées de fonds en fait auprès de Love Money au début, à la création de l'entreprise, donc pour financer le premier bail, les premiers travaux, la première boutique. Après, j'ai fait de l'endettement bancaire. Sur la base, en nantissant les fonds de commerce, j'arrivais à faire de l'endettement bancaire en prouvant la viabilité du concept. Et quand j'ai eu vraiment des étapes structurantes, genre déménagement dans un gros labo, parce que j'ai eu 3 labos. J'ai eu un labo de 50 mètres carrés dans le centre de Paris quand j'étais vraiment un jeune padawan. Après, j'ai eu un labo de 350 mètres carrés à Clichy. Là, j'étais un peu un adolescent. Et maintenant que je suis un adulte, j'ai un labo de près de 2000 mètres carrés à Gennevilliers. Voilà. Pour le coup, les labos sont des vrais gros investissements. Celui de Gennevilliers m'a coûté près de 3 millions d'euros, tout compris, mais quand même. Bon, ben là forcément, faut aller chercher du financement, faut aller chercher de la dette ou de la levée de fonds. Et j'ai fait du coup un peu de tout ça à chaque fois, dont une levée de fonds un peu conséquente en 2019 auprès de quelques business angels. D'accord. Mais pas de fonds d'investissement à proprement parler. Non, il n'y a pas de fonds d'investissement. Aujourd'hui, j'ai toujours 80% du capital. Et surtout, les business angels sont déjà ressortis. Donc, en fait, il reste en actionnaire que ma love money du début. D'accord. Donc, c'est assez marrant, mais on se retrouve avec des gens qui ont mis 3000 euros en 2012, qui aujourd'hui sont actionnaires de la fabrique Cookie, qui doit finir l'année à 16 millions et demi. Donc voilà, je pense qu'ils ont pas fait une mauvaise affaire. Quand tu dis finir l'année, c'est 2025? 2025, ouais. Mon budget 2025, c'est 16 millions et demi d'euros. D'accord. Et c'est quoi l'ambition des prochaines années en termes de développement, justement? Alors on est sur pas mal de sujets, mais on a racheté une entreprise en décembre 2023 qui s'appelle Les Petits Amoureux à Ardin. Donc on l'a renommée Maison LPA depuis, LPA comme Les Petits Amoureux. Et donc c'est une usine qui est spécialisée dans la fabrication d'un sablé, plus précisément d'un broyé du Poitou. Et donc ça nous offre de très très belles perspectives ce rachat, puisque ça nous permet d'aller attaquer des secteurs dans le B2B qu'on n'arrivait pas à attaquer avec nos cookies, cakes et madeleines, qui sont des produits frais et objectivement un peu chers. Donc on a racheté cette boîte de sablé qui nous permet d'attaquer l'hôtellerie, qui nous permet d'attaquer l'export, qui nous permet d'attaquer l'aérien et le ferroviaire. Tout que des secteurs qui soit veulent du prix, soit veulent de la durée de vie au produit, soit les deux. Et en tout cas, voilà, nous, on avait un peu ce plafond de verre avec la fabrique. Alors, on a quand même encore des belles croissances hein, sur la fabrique seule. Mais l'avantage d'avoir intégré cette nouvelle entité, cette nouvelle usine, c'est que voilà, on peut commercialement se développer sur des nouveaux secteurs, en particulier l'export. Et on a aussi les boutiques et les franchises qui sont un vrai vecteur de développement dans les prochaines années. Et cette stratégie de croissance externe, elle était voulue, calculée ou c'était opportuniste parce que cette entreprise, cette PME de Poitou-Charentes était à vendre? Alors un peu les deux. J'étais en recherche, donc j'appelais les banquiers en mode vous n'avez pas, vous connaissez pas. J'étais en recherche. Donc finalement, à force, les banquiers m'envoient les dossiers. Dès qu'ils ont quelque chose, même dans le nougat, ils me l'envoient. J'en fais comprendre que j'achète pas des boîtes dans la confiserie, je veux des trucs dans le snacking, moi, mais voilà. Donc à force, on reçoit des dossiers, un peu comme dans l'immobilier, quand vous êtes en recherche active, vous finissez par recevoir pas mal de biens. Et comme je trouvais pas, eh ben j'ai créé ma propre ligne de sablé qu'on a fait du coup ici sur mon site de Gennevilliers. Et, et en fait, même si on a quand même réussi commercialement et même en R&D, on a fait un truc pas mal. On a quand même réussi à le déployer chez Picard, c'est pas rien. À leur marque, qui sont quand même très exigeants, Picard. Mais je trouve qu'objectivement, on n'était pas bon, pas forcément en goût, mais en coût de fabrication. On était trop cher, du coup faible marge. Voilà, ça marchait pas assez bien parce qu'on était aussi vendu trop cher en rayon. Et du coup, voilà, j'ai arrêté ma ligne de sablé au moment où j'ai racheté cette entreprise. Le rachat était vraiment est arrivé un peu en sauveur chez nous parce que je crois profondément au sablé sur mon marché et j'ai pas réussi à le faire tout seul. Oui, ça t'a permis d'acquérir, au-delà peut-être du chiffre d'affaires, un savoir-faire industriel et la maîtrise d'une typologie de produits. Alors pas non parce que justement non parce qu'en fait c'est assez étonnant mais fabriquer des cookies ou fabriquer des sablés ça a rien à voir et D'accord. nous on fabriquait des sablés comme on fabrique des cookies.
Donc on n'avait pas la bonne méthode. Et c'est pour ça qu'on était trop cher. Et en fait, on a chaque pâton à la main qu'on va poser sur une plaque et on met ça dans des fours rotatifs, donc des fours avec des échelles rotatifs. Euh, les sablés, c'est des fours en ligne, donc Ah oui. c'est une rotative qui va former le sablé, le déposer sur un tapis, ça sort C'est au un bout de 20 mètres, tunnel. c'est cuit. Exactement, c'est un four tunnel. Donc voilà, ouais, c'est vraiment deux méthodes de production qui ont rien à voir et du coup, je suis vraiment hyper heureux d'avoir acheté cette usine. Hmm. Et dans le meilleur des mondes, on peut peut-être passer une petite annonce là. Si tu pouvais racheter un autre savoir-faire industriel ou produit, ce serait lequel? Ah, ce serait le cannelé, sans aucun doute. Ah, c'est vrai, le cannelé. Ah ouais, j'adore le cannelé. Je suis profondément amoureux du cannelé. Et puis c'est un super produit à la fois en B2C, en B2B, en snacking, en GMS. Enfin, c'est assez complémentaire avec tout ce qu'on fait. Donc ouais, j'adorerais. Et clairement, je suis tellement bête que je pense que je finirais probablement par en lancer un en interne. J'adore le cannelé. Ah bah c'est bien. Belle Et connexion en plus, à si tu veux, Bordeaux. nous aujourd'hui à la Fabrique Cookie, tous nos produits sont à base de beurre, tous. Donc on est quand même très contraint, enfin très très dépendant des prix du beurre, qui, comme tu le sais, monte Fluctue beaucoup, beaucoup. Ouais. fluctue beaucoup, mais surtout à la À la hausse. Et hausse, ouais. du coup, donc on serait, voilà, en plus je trouve qu'on protégerait un peu l'entreprise en ayant un produit sans beurre. Donc voilà, le cannelé m'intéresse beaucoup. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de beurre dans le cannelé, c'est vrai. Non, et ouais, et c'est pour ça d'ailleurs, cela dit en passant, que les marges sur un cannelé sont hyper élevées parce que le coût matière, il est ridicule, quoi. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de beurre. Donc en fait, Alors les les deux ingrédients qui coûtent cher, en théorie, il y a de la vanille quand même dedans. Enfin, si on en il y a met de la vanille, mais suffisamment, je suis ouais. d'accord, en très faible quantité. Enfin, Mm. c'est par rapport à la matière grasse principale voilà, qui pourrait coûter cher si c'était du beurre. En tout cas, voilà, quand je vois les prix de vente des beaux magasins de cannelé, j'ai un doute sur leur coût matière. Bon, je me dis qu'il faut une très belle marge quand même. Ouais, ouais. Ah, bah après, c'est la marque aussi, hein, parce qu'il y a quelques marques Bien qui se sûr, sont installées ils sur le sont fortes, créneau. ouais. Ouais. D'accord. Et justement, pour revenir sur ce côté industriel qui m'intrigue un peu pour la partie historique des cookies, concrètement, dans Mhm. ton laboratoire j'ai oublié l'endroit où c'est, Gennevilliers, de Gennevilliers, aujourd'hui. voilà. Comment ça se passe? Tu fabriques des cookies prêts à cuire, des cookies déjà cuits? Enfin, comment ça marche? Alors, ici, ça dépend pour qui, j'ai envie de te dire. En gros, pour tout le B2B, donc on travaille avec le Stade de France, Roland-Garros, Sushi Shop, Big Fernand, voilà, tout ça, ce sont nos clients. On a fait les cookies des Jeux Olympiques aussi. On était dans tous les stades des Jeux Olympiques. Mais à notre marque à chaque fois, hein, même au JO, donc c'est assez chouette. On, on fait évidemment la pâte, on la dresse, on la cuit, on l'ensache et on prépare la commande. Et ça part par palette ou par colis. Donc on fait tout. On fait la cuisson, on l'ensache individuellement, on la flopack, pour le terme technique, et on l'expédie. Pour les boutiques, on se contente de faire la pâte, de la mettre, enfin de la conditionner par bloc de 4 kilos. Et le mélange est déjà fait et on va envoyer la pâte dans nos boutiques. Elle sera boulée et cuite sur place. On l'envoie fraîche, il n'y a pas besoin de la congeler. On l'envoie fraîche et les vendeurs la boulent, la cuisent en fonction des ventes. Donc du coup, c'est toujours des cookies qui sortent du four qui sont vendus. Donc la partie boutique au niveau de Gennevilliers est beaucoup plus facile puisqu'on se contente uniquement de faire la pâte, ce qui est déjà du travail. Mais par rapport à la partie B2B, objectivement, c'est quand même beaucoup plus facile. Et après, les boutiques sont équipées du four qui va bien. Les boutiques ont toutes leurs fours, leur plan de travail, leur évier, leur frigo, Mmh. tout ce qu'il faut, et surtout leur HACCP, donc pour gérer toute l'hygiène, la traçabilité et la qualité nécessaire à ce qu'on fasse un cookie sûr à nos clients particuliers. C'est quoi les best-sellers en termes de parfum, de goût? Alors ça, c'est un peu triste, mais les best-sellers sont les plus classiques. C'est chocolat Alors qu'on fait des noir. parfums super excitants, ouais, exactement. Le best-seller, c'est chocolat au lait. Après, c'est caramel beurre salé. Et après, c'est chocolat noir. D'accord. Et c'est quoi C'est vraiment les justement parfums les plus classiques. les parfums les plus exotiques, c'est quoi? Ah, on fait des trucs, on a cookie chocolat au lait banane, on a cookie citron meringue, on avait le nougat de Montélimar qui était super bon, mais pareil, il se vendait pas, donc on a fini par l'arrêter. Mais on sentait vachement bien le miel, l'amande, il était vraiment hyper bon. On a quoi? On a des cookies qu'on va appeler le suprême choco à base d'avoine, de cacahuètes et de chocolat. Beaucoup de chocolat dans celui-là. Voilà, on a vraiment plein de trucs.
Hmm. On a un dulce di leche qui est intéressant aussi. C'est un chocolat blanc caramélisé. Il est vraiment gourmand celui-là aussi. Et vous avez une stratégie d'innovation avec des nouveaux parfums qui sortent régulièrement, des séries limitées, des choses comme ça? Oui, on sort beaucoup de parfums chaque année. On en sort au moins un ou deux par saison, plus des cookies événementiels. Donc, on va sortir le cookie de Noël, on va sortir le cookie de la, comment ça s'appelle en janvier déjà, la frangipane, euh, j'ai oublié le nom de la fête, mais un cookie à la frangipane en janvier. La galette des On rois fait des cookies en forme de cœur. pour Ouais, l'épiphanie. cookies en forme de cœur pour la Saint-Valentin évidemment, puisque nous enregistrons un 14 février. Exactement. Euh, pour la fête des mères, pour tout ça, ouais, on sort plein de trucs un peu événementiels, que ce soit en cookies, on fait beaucoup de R&D, mais parfois aussi en packaging, pour accompagner la vente, pour avoir un petit mot marrant, un petit mot touchant, un petit mot voilà, en fonction des fêtes. Les gens peuvent aussi choisir un packaging dédié. Hmm. Et sur la partie B2B, où tu cibles plutôt des enseignes de la restauration ou d'autres acteurs, du coup, c'est une organisation commerciale, j'imagine, un peu différente. C'est quoi? Vous Mhm. avez des commerciaux qui démarchent les enseignes de la restauration, la SNCF, les compagnies aériennes? Comment ça marche? Ouais, exactement. J'ai une équipe de 3 personnes à temps plein, 3 cadres qui sont les responsables commerciaux grands comptes, parce voilà, on fait pas de commercial auprès de particuliers. Et c'est exactement ça. On est en lien avec une bonne partie de la restauration collective, des nouvelles technos aussi. Hein, tous les frigos connectés dans les entreprises sont pour la plupart nos clients. Euh, et la GMS aussi, hein, parce que la boîte de sablé qu'on a rachetée, donc qui s'appelait Les Petits Amoureux, travaillait et travaille encore en marque blanche pour la GMS sur leur marque régionale terroir. Donc leur MDD terroir, donc Reflet de France, nos régions du talent, U-Saveur, toutes ces marques-là. En fait, maintenant c'est la fabrique Cookie qui fabrique ces broyés du Poitou pour eux. Et ça peut peut-être ouvrir des débouchés pour les cookies en marque blanche GMS, potentiellement? Oui, exactement. Ça en ouvre un peu. Alors, comme tu l'as bien dit, marque blanche, puisque la marque La Fabrique Cookie ne sera jamais présente en GMS. Ça, c'est moi vivant en tout cas. La Fabrique Cookie ne sera jamais présente en GMS. Mais du coup, c'est vrai qu'on fabrique déjà en marque blanche les cookies et les cakes de Monoprix. On fabrique les cookies d'Auchan. On travaille aussi un peu pour Franprix. Donc ouais, on travaille aussi quand même un peu avec la GMS en marque blanche sur la partie cookies. Ah oui, intéressant. Et alors, je crois que 2025 semble être l'année du développement à l'international pour l'entreprise. Oui, Je sais parce que je te suis sur LinkedIn où tu es très actif et tu mets notamment en avant la Chine et les États-Unis qui sont en ligne de mire. Alors, c'est toujours d'actualité dans le contexte économique qui n'est pas vraiment à l'ouverture du côté des États-Unis avec la politique de Donald Trump. Alors clairement, j'ai l'impression d'être à contre-courant de ce qui se passe dans le monde, mais pour le moment, la commande est bien ferme, donc on la produit. Ça fait 13 ou 14 mois qu'on travaille sur ce client, qu'on remplit son cahier des charges, qu'on se met à nu, qu'on passe les formations pour être raccord avec toutes les normes américaines. Donc voilà, ça y est, la commande est passée. On C'est doit 11 produire 11 conteneurs, c'est ça? conteneurs. Ouais. Ouais, exactement. 11 conteneurs à produire avant fin avril. Euh, donc c'est un sacré challenge, c'est un sacré boulot. L'usine est passée au 3-8. Donc c'est l'autre usine, hein, c'est l'usine de Poitou-Charentes. C'est des sablés qui nous ont commandé les Américains. D'accord. Et elle est passée au 3-8 depuis 2 semaines maintenant, depuis lundi de la semaine dernière. On a fini notre premier conteneur là, donc on est assez content, mais il nous en reste 10 à produire encore. Donc voilà, c'est un sacré challenge. Et est-ce que Trump me fait peur? Pour le moment, non. Euh, Parce que je me dis que s'il met des gros droits de douane, enfin s'il met des droits de douane en place, en fait, ça va surtout desservir le client final américain qui paiera son paquet un peu plus cher. Finalement, c'est le client américain qui va payer la taxe. Et, et voilà, il y aura un effet volume, c'est-à-dire qu'on vendra un peu moins, mais je pense pas que ça arrête le contrat pour autant. Et oui, parce que j'allais dire, c'est quand même le comble que des Américains commandent des cookies à des Français, mais c'est effectivement sur le produit sablé que s'est passé Oui, c'est l'opération. exactement, c'est des sablés, mais il serait capable de nous commander des cookies, je pense. Euh, Parce qu'en fait, on fait quand même vraiment pas du tout le même produit que chez eux. Alors, c'est pas vrai, ils peuvent trouver des très bons cookies aussi, mais enfin, la gastronomie française et la pâtisserie en particulier est quand même vraiment super renommée globalement partout dans le monde, mais c'est en particulier vrai aux États-Unis. Et donc voilà,
ils sont contents de venir chercher des bons produits chez nous. Et bon, on est ravis et on va essayer de leur en vendre un maximum. Et c'est intéressant, du coup, tu sais comment ils vont le marketer? Ça va être marketé pâtisserie made in France, enfin le côté très français va être mis en Ouais, avant? oui, ben, c'est même carrément mis en avant puisque le nom du produit s'appelle French Butter Galette Cookie. Ah, C'est ah, French Butter Galette Cookie. ok. C'est le nom du produit officiel. Donc ils l'ont mis, et le French est vraiment gros sur le pack, quoi. Donc ouais, voilà. Donc ils mettent vraiment en avant le côté français Hmm. Il y a et le côté d'autres, beurre. ouais, le côté beurre, ouais, qui est typiquement Mm. français pour le coup dans la pâtisserie. Ouais. Et il y a d'autres velléités de se développer à l'international? Alors Ailleurs aux tu l'as cité, États-Unis ou la Chine? ouais, tu l'as cité, il y a la Chine. Objectivement, je travaille la piste, j'en ai un peu parlé parce que ça me fait marrer, mais elle est assez froide cette piste pour le moment. On verra ce que ça donne. J'y crois pas plus que ça. Non, on est un peu plus avancé sur le Japon, et ça j'y crois beaucoup plus. Et sinon, nous, on va mettre quand même un maximum de nos efforts commerciaux dans les prochains mois, prochaines années vers les États-Unis. On va essayer de proposer de la R&D à nos premiers distributeurs et pour avoir plusieurs références. Et on va aussi essayer d'aller chercher ses petits copains Hmm. pour avoir plusieurs clients sur place. Ouais. En termes de marketing, comment on fait pour développer, faire connaître une marque comme ça dans le monde alimentaire quand on est une PME, hein, avec les moyens qui sont les tiens, pour rivaliser aussi face aux géants de l'agroalimentaire et même aux grandes enseignes de la restauration? Bah, clairement, je rivalise pas, hein. Je suis un Lilliputien en termes de chiffre d'affaires et de notoriété. Donc je fais avec mes moyens, mais concrètement, on fait des coups. Et on essaie d'être malin. Donc évidemment, on a des agences, hein, qui nous aident beaucoup, et on va faire des coups de com ciblés sur l'année pour essayer de rivaliser, en tout cas en faisant croire qu'on rivalise. Par exemple, en fin d'année dernière, on s'est amusé à faire des belles affiches un peu piquantes, et ça a été notre première campagne d'affichage dans la rue. Et dans les faits, on a été affiché, je sais plus, quelque chose comme 20 000 fois à côté de pas loin de 3 de nos boutiques. Mais en fait, on a pris des photos de ces trucs-là et sur les réseaux sociaux, on a fait croire à des campagnes nationales, etc. Alors qu'en fait, c'était une minuscule campagne qui nous avait pas coûté très cher. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer d'être malin, de faire du vrai et du faux, d'essayer voilà, de jouer dans la cour des grands, mais avec des moyens de petits, quoi. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, l'influence marche quand même très bien aussi. Si on trouve des bons influenceurs qui sont vraiment bien spécialisés sur notre message et notre ligne éditoriale, je trouve que l'influence a un vrai effet et c'est pas très cher. Donc Donc moi, c'est quelque chose que je privilégie dans mes axes maintenant. c'est quel type d'influenceurs que tu vas activer? Des influenceurs lifestyle, culinaires? Plutôt food justement, plutôt food qui voilà qui vont parler des bons plans, qui vont mais nationaux quoi. On essaie de choper des mecs nationaux parce que on veut pas être pris pour une marque parisienne et sachant que nos produits sont vendus partout en France et qu'on est en train d'ouvrir des franchises partout en France. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de prendre des influenceurs food nationaux. Hmm. Et le levier des réseaux sociaux au sens large, vous l'activez également? Vous avez des belles communautés? On a une communauté moyenne qui est belle parce qu'elle est engagée et voilà et puis qu'elle est pas trafiquée, elle a pas été achetée cette communauté elle est belle, mais elle est assez raisonnable. On doit avoir 50 000 followers à peu près partout quoi. Hmm. C'est Un peu qui moins les, sur TikTok. hmm. C'est qui les marques d'agroalimentaire, les marques de food de ces 10-20 dernières années que tu admires plus particulièrement ou dont tu t'inspires? C'est une bonne question. Il y en a une que j'aime beaucoup et qui m'inspire. Je dois être honnête. C'est Kusmiti. Je trouve que c'est vraiment un super succès cette boîte. Déjà parce que j'aime beaucoup Sylvain Aurébi, le patron, et que je trouve qu'il a réussi à faire de sa marque une marque à la fois B2B et B2C. Donc c'est un peu mon ambition aussi. Il arrive à la fois avoir des boutiques qui vendent son thé avec des franchisés et à être vendu chez Monop, chez Leclerc ou en hôtellerie, dans les trains, Enfin, je trouve il a vraiment réussi à déployer une marque, une belle marque, une jolie marque sur tous les canaux de distribution, même en B2C. Voilà, c'est une marque qui m'inspire beaucoup. Et, et voilà, je trouve qu'il sait jamais, il fabrique ce qu'il fait, il maîtrise ses process qualité,
Ouais, j'aime bien. Est-ce que j'en ai d'autres? Je suis dur, moi, hein. Mmh. Je sais pas, on Non, doit mais souvent te il y en comparer a à beaucoup que Michel j'aime et bien. Augustin pour le côté biscuit, non? Alors ça, sur le cookie, c'est sûr qu'on m'en parle beaucoup, Mmh. mais pour le coup, et c'est très flatteur qu'on me compare à eux. Hein, je prends le compliment à chaque fois parce que c'est un magnifique succès entrepreneurial, cette boîte. Mais voilà, je suis désolé, il y a un mais. Je suis fabricant. J'ai 2 usines. J'ai 105 bonhommes, dont beaucoup d'ouvriers. J'ai vraiment le sentiment de pas du tout avoir le même métier qu'eux, puisque bon, malheureusement beaucoup de gens ne le savent toujours pas, mais Michel Augustin n'était qu'une boîte marketing qui sous-traitait toute sa production et qui la distribuait auprès de distributeurs. Donc c'était une boîte aux lettres en fait entre un fabricant et un distributeur. Et du coup, je trouvais que c'était de la MDD chère. Alors, ceci dit, ils ont fait de la bonne R&D. Il y a des produits qui ont cartonné. En particulier, je pense au petit biscuit apéro, je pense à quelques trucs comme ça. Mais, mais voilà, je trouve que sur le cookie, en m'alignant au même prix qu'eux, j'ai pris tout le marché parce qu'en fait, ils étaient chers. Donc moi, j'étais très confortable en étant beaucoup plus petit à vendre au même prix qu'eux grâce au fait que je fabrique. Donc j'ai réussi, voilà, en ayant un produit plus clean, à récupérer le marché, en tout cas de la RHD, et une partie de la GMS aussi quand même sur le cookie emballé individuellement. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est une très belle réussite entrepreneuriale, mais je dois avouer que c'est pas une entreprise dont je m'inspire beaucoup. Mmh. Voilà. C'est clair. Et est-ce que cette volonté de maîtriser sa production et finalement d'être aussi un industriel, ça a participé à ton envie ou à ta motivation à rejoindre le programme Étincelle? Si tu veux nous en parler? Alors, je sais pas si c'est le fait de produire qui m'a encouragé à produire à rejoindre le programme Étincelle. Je pense que c'est vraiment deux sujets différents. Sur la production d'abord, moi enfin je ne conçois pas qu'on puisse être dans l'agroalimentaire et ne pas produire. J'ai un toc là-dessus. Quand j'ai des entrepreneurs, des jeunes Padawan qui viennent me voir pour me demander leur avis, mon avis sur leur dossier, et qu'ils ne pensent que sous-traitance, c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre et à l'accepter parce que je trouve que dans l'agro, on doit maîtriser ses process qualité, on doit maîtriser sa R&D, on doit savoir ce qu'on vend et surtout, euh, à part peut-être une exception, je ne connais pas de boîte agroalimentaire qui ne fabrique pas ce qu'elle vend et qui ait été une fois dans sa vie rentable. Je n'en connais pas. Donc voilà, en l'occurrence, j'ai eu les chiffres de Michel Augustin par quelqu'un qui bossait chez Danone. Je peux confirmer devant face caméra que Michel Augustin n'a jamais été rentable de son histoire. Donc je trouve que voilà, et la majorité des boîtes que je vois via le réseau Entreprendre ou autre, parce que je suis administrateur du réseau Entreprendre Paris en ce moment, euh, dès qu'elles sont dans l'agro et qu'elles fabriquent pas, ben il n'y a pas de BP rentable quoi. Parce Ils que n'ont les marges jamais sont un trop exercice faibles et suffisant. que si on maîtrise pas sa production, on perd des points de marge. Exactement. Et en fait, ils pensent que en fait, c'est en explosant les volumes qu'ils vont du coup réussir à mieux acheter, ce qui est pas forcément vrai, et qu'en fait, c'est pas forcément vrai non plus. Enfin, c'est pas vrai à l'achat et c'est certainement pas vrai à la vente, puisqu'en faisant plus de volume, nos amis de la GMS leur tord le cou et baissent les prix. Donc, ils sont en permanence pressurisés en tant que fabricant qui veut vendre plus cher et un acheteur qui veut acheter moins cher. Et eux, ils passent leur vie à se battre des deux côtés. Donc, c'est des business qui sont, voilà, bref, moi, je les apprécie moins. Donc, voilà. En tout cas, moi, je fabrique et je fabriquais toute ma vie, ça c'est clair. Et après, ce qui m'a donné envie de participer au programme Étincelle, donc qui est un programme d'État dirigé par la direction générale des entreprises, donc par Bercy, pour aider les PME à devenir des ETI. Donc étincelle comme ETI, Incel. Et bah, c'est simplement déjà parce qu'on me l'a proposé, pour être honnête, que voilà, j'ai quand même des assez fortes croissances. On va encore faire 45% de croissance cette année. Et c'est vrai que parfois, quand il y a des blocages administratifs, quand il y a un dialogue de sourds avec les services de l'État, quand j'ai besoin des douanes pour me renseigner, en fait, c'est quand même vraiment pratique d'avoir un interlocuteur et d'avoir une porte qui va s'ouvrir un peu plus facilement. Donc, je suis hyper content d'avoir été sélectionné et de participer à ce programme. Je trouve que ça peut être très aidant et ça l'a déjà un peu été pour moi. Intéressant. Je sais que c'est pas forcément le cœur des produits qui sont très tournés vers la gourmandise, mais est-ce que la nutrition
a une place importante dans la stratégie de la marque? Non, objectivement pas beaucoup. Nous, on pense vraiment clean. On veut pas faire de mal à nos clients, mais on n'est pas sur la nutrition, on est vraiment sur la gourmandise. Hmm. Donc on essaye de pas être trop sucré, on essaye de faire les choses le mieux possible, mais on est dans le produit plaisir. Hmm. Donc produit plaisir qui fait pas mal en revanche. Pas de Hmm. produit plaisir qui vous offre un cancer à 50 ans, quoi. Hmm. Mais Oui, parce que c'est vrai bon, que nutrition et gourmandise sont pas forcément opposés, mais en tout cas, la priorité, c'est d'abord de se faire plaisir et peu ouais, importe s'il y a un peu plus de beurre et un peu plus de gras et un peu plus de sucre. exactement. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore pris cet axe-là. Peut-être qu'on le prendra un jour. Si on signe Decathlon, on devra le prendre. Hmm. Ou peut-être comme voie de diversification sur d'autres gammes de produits qui sont un peu Ouais, plus healthy, entre guillemets, tout à fait. du snacking sain, on va dire. Ouais, complètement. Bonne idée. J'ai vu également que la marque avait un certain nombre d'engagements sociétaux auprès d'ONG, d'associations. Est-ce que c'est une volonté comme ça de s'engager dans la société? Non, enfin, Ah non, 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 on est des non, ordures. non, on en a rien à foutre. Non, franchement. Non, je dis ça. Non, mais je dis ça parce qu'il n'y a pas une vraie stratégie en fait. Il y a nous, l'équipe, on est des humains et il y a pas une stratégie de s'inscrire dans le long terme dans une démarche particulière. C'est plus nous parfois on a des combats qui nous tiennent à cœur, on en discute et en fait on se décide à faire un truc. C'est vraiment plus comme ça. Donc c'est vrai qu'on a déjà fait des opérations comme ça ponctuelles avec des associations. Euh, que ce soit des dons de nourriture ou des dons d'argent, mais il y a rien de et c'est pas bien d'ailleurs, mais il y a rien de structuré et de suffisamment réfléchi à mon goût d'ailleurs. Du coup, on communique très mal dessus. Je sais même pas comment tu as eu l'info, Je sais pas, mais j'ai mais vu des mais dons de produits, je pense, au Resto du Cœur. J'ai vu des dons plutôt hmm. financiers à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Voilà. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est une association il y a pas mal de temps ça, mais Mhm. oui, voilà, mais c'est exactement ça. Ben en fait, sur le cancer du sein, c'est simplement parce que voilà, moi à titre perso j'ai été touché par ça dans ma famille et enfin dans ma belle famille en fait pour être transparent et du coup voilà c'est forcément un combat qui me tient à cœur. En plus l'équipe bureau est très essentiellement féminine, donc voilà, je trouvais que c'était un beau combat, mais ce serait intéressant qu'on structure ça un peu mieux. Mhm. Bon, ça fait des pistes de stratégie RSE D'amélioration. pour demain, voilà. Ouais. On peut pas être En revanche, les parfait restos du longtemps. cœur, ça c'est très fréquent. On est les meilleurs copains des restos du cœur. Ouais. Mhm. Et heureusement, En on gâche local, rien. chaque Ouais. boutique est reliée à l'association locale. Chaque boutique et du coup l'association la plus heureuse de France en termes de cookies en tout cas, c'est Gennevilliers. Ah oui, d'accord. Mm. Parce qu'il y a peut-être quelques productions qui peuvent avoir des bouts Ben ouais. cassés ou des petites choses, des petits Tous les défauts. jours, on a des surplus de prod. En fait, Mm. on ne produit qu'à la commande. On n'a pas de stock de produits finis. Donc, quand on a une commande de 1000, on va en préparer 1005 pour la casse. Voilà. Donc tous les jours, on a des surplus de prod. Ben, c'est bien, c'est anti-gaspi et c'est vertueux pour tout le monde. Ok. Et une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs du food, c'est quoi toi tes routines alimentaires personnelles, familiales? Ah, c'est marrant comme question. Écoute, moi c'est marrant, j'ai une règle, c'est que j'écoute mon corps. C'est bête, hein, mais donc en fait ma règle c'est que j'ai pas de règle. C'est qu'il y a des jours où j'ai pas faim, mais ben je vais pas manger. C'est aussi bête que ça. Il y a des jours où je rêve d'une salade verte, et ben je vais me faire une salade verte. Voilà, j'écoute. Donc je me fixe pas plus de 3 viandes par semaine. J'adore la viande, mais je suis pas un spécial viandard. Voilà, je m'écoute beaucoup et j'avise. Donc en fait, il y a un truc que je déteste dans la vie, par exemple, vous savez, c'est quand vous êtes un grand groupe et que les restaurants vous obligent à précommander. Hmm. Je déteste ça parce que je ne sais pas ce dont j'aurais envie le soir même ou le lendemain ou le surlendemain. Moi, je dis, mais non, je ne précommande pas, j'attends parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que j'ai eu à midi, ça va dépendre de ma journée, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de plein de trucs. Donc, voilà, ma routine alimentaire, c'est de décider au dernier moment. Non, et quand même, maintenant, j'ai appris avec le temps, mais les produits transformés, franchement, ça me saoule. Vraiment. Je trouve que enfin, ça me saoule. Et c'est une dérive des 30 dernières années qu'on est en train de corriger. Quoique, avec l'arrivée du végétal, quand même, j'ai l'impression qu'on retourne big time dans le dirty, quoi. Mais bon. Euh,
En tout cas, ça c'est un truc que je comprends pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre le côté dirty du végétal. Pourquoi les consommateurs l'acceptent? C'est-à-dire que le fait de fabriquer notamment des substituts à la viande, etc., qui intègrent beaucoup d'ingrédients, des listes d'ingrédients et d'additifs à rallonge, etc. Exactement, à rallonge. Et j'ai l'impression qu'on revient 10 ans en arrière, quoi. Mm. Avec des produits hyper transformés, beaucoup d'arômes, beaucoup de conservateurs, des colorants, enfin, en fait, que des additifs, quoi. Et voilà, c'est vraiment et je trouve ça dommage d'opposer le fait de sauver la planète à sauver sa santé. J'ai l'impression que c'est la planète first et tant pis si je meurs. Ben, en fait, c'est un peu dommage, non? Je sais pas. Faisons des produits végétaux clean. Mm. Bon, voilà. Mais c'est pas la tendance du marché du tout, puisqu'ils sont en train de copier la charcuterie dite traditionnelle, donc à base de viande, pour en faire de la charcuterie végétale, mais du coup bourrée d'additifs. Enfin, ça c'est une de mes habitudes, c'est de pas aller là-dedans, quoi. Mm. Et de rester Je sur préfère un manger une produit, andouille. voilà, sur un produit plus simple, plus brut, ou Ouais, comme tes produits sont transformés de façon quand même, on va dire mécanique, industrielle, mais avec sur la base de listes d'ingrédients courtes et d'ingrédients très bruts. C'est exactement, la différence. exactement. Mm. Bah écoute, c'est déjà l'heure de la question qui clôture chaque épisode de ce podcast. C'est unique ou pas, je te la pose. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu as fait d'impossible? Qu'est-ce que j'ai fait d'impossible? C'est une bonne question. Alors attends, je suis désolé parce que évidemment je m'y étais pas préparé. Ah, tu n'es pas un Qu'est-ce fidèle auditeur du podcast alors. Alors, je suis désolé, pour être complètement transparent avec toi, je n'écoute pas de podcast. J'en ai jamais écouté de ma vie. C'est marrant, je suis complètement à côté de la tendance. Qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel? Euh, Écoute, j'ai fait, ça a le droit d'être exceptionnellement con, on est d'accord. Ah oui, c'est juste que tout le monde aurait pu te dire ou t'a dit que c'était pas possible et tu l'as quand même fait. Eh ben, j'ai réussi à joindre le patron d'une très grosse entreprise ferroviaire française Ah ouais, qui commence pour, par S et qui finit par F. c'est possible pour lui dire qu'il fallait qu'il fasse pression sur ses équipes pour que ce soit mon cookie dans ses trains. Et ça a marché apparemment? Catastrophe. Ah non, ça Ça n'a n'a pas jamais marché. marché. Ah zut. Ah ben du coup, si ça a marché, il l'a fait. Ok. Mais c'est un cas d'école mon truc. Il l'a fait et je suis passé par la fenêtre. Je connaissais pas, hein. Donc j'ai réussi à avoir des contacts. Enfin bon, et il l'a fait et en fait c'est allé très très haut. Mais en fait les mecs ont dit mais c'est qui ce petit con là? Pourquoi je me prends un scud du chef de cap de mon boss? Et du coup j'ai été blacklisté. Ils ne veulent plus entendre parler de moi. Donc alors ça fait 10 ans. Je pense que ça y est, il y a peut-être un peu prescription. Mais il y a 10 ans, je me suis vraiment bien fâché avec cette très belle entreprise ferroviaire française à cause d'un lobbying complètement raté parce que j'ai réussi à contacter quelqu'un qui était beaucoup trop haut placé pour moi, quoi. Mais quelque part, ça a marché puisque tu as été référencé. Ah non, j'ai jamais été Ah, référencé. ça a pas, Ah, c'est pas moi. je pensais que Ah commercialement, non, ça avait échoué après, mais que tu avais quand même réussi à être référencé. on, Ok, non, non, on se reparle. On se reparle. d'accord. Mais on n'en est que là. Non, 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 je suis toujours pas référencé. Ah oui, on veut les cookies et les sablés dans le wagon-bar, hein, c'est obligé. C'est la frustration de ma vie, cette histoire. Et effectivement, c'est le produit concurrent qui est en ce moment, je Ouais, crois. exactement. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Alexis pour ton temps. C'était vraiment un plaisir d'avoir fait le tour de cette super aventure entrepreneuriale avec toi. Et je m'étais noté une extraction d'une de tes citations. Je la cite là parce que je pense que ça illustre beaucoup ton parcours et l'aventure entrepreneuriale au sens large. Dans une interview un jour, tu as dit: «Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais j'ai appris de mes erreurs». Donc je pense que tout est dit dans cette phrase. C'est Ouais, une c'est pas synthèse de ce faux. qu'est l'entrepreneuriat. Ça se passe jamais comme prévu, mais on finit toujours par apprendre et rebondir et pivoter sur autre chose. Et je t'avais promis de répondre à ta question, combien de cookies est-ce que j'ai vendu? Écoute, mon estimation, c'est environ 30 millions. À fin Ah, 2024, j'ai vendu magnifique. environ 30 millions de cookies. Depuis la création ou juste sur l'année 2024?
Ah non, depuis la création. Depuis la création, 30 millions de cookies, c'est-à-dire un Français sur 2 a mangé un cookie sorti de la fabrique à cookies. Statistiquement, oui. Statistiquement, voilà. Bon bah écoute, merci pour ce joli chiffre pour finir cet épisode. Je pense que ça donne envie à tous les gens qui nous écoutent d'entreprendre dans l'alimentaire et de créer des belles histoires à la fois marketing, commercial et industriel. Voilà, c'est une belle source d'inspiration. Merci encore à toi pour ton temps. Et merci à toi, bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous ceux qui nous écoutent et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode du podcast Culture Nutrition. Bonne journée à tous.